Donc je vous propose de commencer maintenant. Alors c'est vrai que le titre de cette conférence, je l'avais proposé il y a maintenant 2 ans, avant la pandémie de Covid. En réalité, j'aurais dû un peu le changer, parce qu'on peut prendre le mot fin de 2 manières. Soit on peut dire que le populisme marque la fin, c'est-à-dire l'arrêt de la gouvernance néolibérale, soit on peut dire, et c'est plutôt ça que je vais dire, que finalement la gouvernance néolibérale produit pour finalité du populisme. Et c'est plutôt sous cet angle-là que je vais essayer de développer. Alors oui, comme la semaine dernière, je peux vous dire que c'est évidemment issu de cet ouvrage qui est paru en 2020. Et puis je vais maintenant commencer par reprendre ce sur quoi nous sommes arrêtés la semaine dernière, c'est-à-dire cette représentation schématique du système néolibéral, c'est-à-dire du système de pensée néolibéral, de la manière dont les néolibéraux pensent le monde. Et je vais m'arrêter un petit peu pour vous faire comprendre un peu le cœur du propos et puis les conséquences, bien sûr, que ça va avoir ensuite, pour vous montrer que ce temple-là, c'est une construction qui vise en fait à achever un objectif, celui d'organiser un système de prix de marché en concurrence. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, c'est une manière de concevoir les rapports humains fondée sur l'idée que si on veut que la société fonctionne de manière efficace, eh bien, chacun doit être sensible au prix, c'est-à-dire qu'en fonction des variations de prix, eh bien, on va changer ses comportements. Alors, par exemple, vous voyez bien, on veut moins consommer d'essence, faire en sorte d'avoir des émissions de carbone qui soient plus faibles, eh bien, on va imposer une taxe carbone. Donc, évidemment, comme toute taxe, elle va faire augmenter le prix. Et du coup, les gens, ils vont moins consommer d'essence ou ils vont moins polluer, moins émettre de carbone. Inversement, quand on veut favoriser un comportement, on va chercher à en baisser le prix par des subventions. Et donc, toute la question des néolibéraux, c'est de savoir comment on va déterminer des prix qui soient pertinents par rapport aux besoins sociaux. Et leur objectif, leur pensée, c'est que pour que les prix soient pertinents, il faut qu'ils soient le produit des interactions des gens sur le marché, c'est-à-dire des produits de l'interaction de l'offre et de la demande. Le problème, et c'est ça la question principale que se posent les néolibéraux, le problème c'est que ces marchés peuvent dysfonctionner. Le marché n'est pas une institution naturelle. Le marché, c'est un produit d'une organisation sociale qui nécessite un certain nombre d'institutions pour fonctionner correctement. Par exemple, une institution évidente, c'est le respect des droits de propriété. Parce qu'évidemment, si tout le monde peut se faire voler n'importe quand, on ne va plus avoir intérêt à planifier notre comportement économique ou même à vouloir acheter. Il va mieux voler les choses ou se protéger contre les voleurs plutôt que de chercher à simplement échanger sur le marché. Donc évidemment, toutes les institutions sociales permettent à ce marché de fonctionner et donc, parce que c'est ça qu'il faut comprendre dans l'imaginaire néolibéral, le bon fonctionnement du marché, c'est un marché qui va générer des prix. Et ces prix doivent être pertinents. Alors, le souci, la question que se posent les néolibéraux dès les années 30, c'est que parfois le marché dysfonctionne. Il dysfonctionne parce que, par exemple, la concurrence s'affaiblit. Et si la concurrence s'affaiblit, eh bien, on peut arriver à des situations de monopole ou d'oligopole dans lesquelles il y aurait, par exemple, des ententes. Et si on a un monopole, il n'y a plus de prix de marché. C'est le monopoleur qui décide du prix auquel il vend, ce qui signifie que les demandeurs n'ont plus beaucoup d'impact sur le prix, et donc le prix, finalement, il est faussé. Il est le produit d'une forme de système oppressif, puisque le monopoleur, il va, en quelque sorte, chercher son propre intérêt, qui ne sera pas forcément l'intérêt général. Donc, ils estiment que, par exemple, pour qu'on ait un système de prix de marché qui fonctionne correctement, eh bien, il faut préserver la concurrence, c'est le sens ici de ce pilier. Il faut également, bien sûr, qu'on ait du libre-échange, parce que le libre-échange permet d'élargir la taille du marché et donc aussi de maintenir la concurrence. Et puis aussi, il y a une autre institution qui est extrêmement importante pour les néolibéraux, puisqu'on ne peut pas avoir de prix si on n'a pas de monnaie. Parce que par définition, les prix sont toujours exprimés en monnaie. Or, on sait qu'il peut y avoir des moments dans l'histoire où les prix ne veulent plus rien dire. Alors ça peut arriver quand on est dans un système où plus personne n'a confiance en la monnaie et où on peut arriver à des événements, des dynamiques d'hyperinflation.
Alors l'hyperinflation, ça a existé en Allemagne en 1921, entre 1921 et 1923, ça a existé en Argentine, ça a existé au Zimbabwe, c'est des choses qui arrivent dans l'histoire, et ça veut dire en fait une hausse des prix considérable, hein, de plusieurs milliers de pourcents par an, qui signifie qu'on ne sait pas du tout à quel prix on va trouver les objets demain, et on ne sait donc pas combien on va pouvoir acheter quelque chose et combien on va pouvoir vendre quelque chose qu'on pourrait produire. Et donc évidemment, dans un système d'hyperinflation, la monnaie, plus personne n'a confiance en la monnaie, et donc ça bloque complètement le fonctionnement du système économique et le mécanisme des prix, qui est justement d'inciter les gens à faire des comportements. Donc, chez les néolibéraux, on a toute une théorie de comment faire en sorte que les prix soient stables. Et donc derrière, il y a tout un ensemble de pratiques, notamment le principe d'une banque centrale indépendante qui va être peu sensible aux pressions du politique et qui fera en sorte de maintenir l'inflation au niveau le plus faible possible. C'est typiquement les statuts de la Banque centrale européenne. Et puis on a un quatrième pilier, et c'est celui-là dont on va parler plus aujourd'hui, c'est le pilier de l'ordre social. Alors l'ordre social, c'est pas forcément c'est un concept très large, hein, c'est pas forcément très concret, mais du point de vue néolibéral, ça veut dire quand même quelque chose de très précis à l'époque où ils conçoivent cette question, puisqu'à l'époque où ils conçoivent le néolibéralisme, on est à la fin des années 30, et c'est vraiment un moment chaotique dans l'histoire politique des pays occidentaux, puisqu'on a des mouvements fascistes, et on a des mouvements communistes qui remettent profondément en cause le système capitaliste libéral. Et donc la question qui se pose, c'est comment faire en sorte d'éviter les grandes grèves, d'éviter les ligues fascistes, d'éviter la déstabilisation de la démocratie, parce que c'est ça vraiment qui est au cœur des penseurs néolibéraux. Et donc ils se disent, on ne peut pas se désintéresser de l'ordre social. On ne peut pas considérer que le mécanisme des prix, de prix de marché, va produire des prix, mais qu'il faut se désintéresser des conséquences de ces prix. Et donc tous les néolibéraux, y compris d'ailleurs des ultralibéraux, hein, des gens qu'on pense ultralibéraux, comme Friedrich Hayek, ils vont penser l'inclusion économique des personnes les plus pauvres en se disant il vaut parfois mieux leur donner un peu d'argent, leur donner des formes d'allocation, type RSA par exemple, pour qu'ils puissent survivre, plutôt que de les voir aller vers des mouvements extrémistes qui va ensuite déstabiliser le système économique. Et donc tous ces néolibéraux, y compris Friedman, y compris Hayek, ils sont pour, et c'est écrit dans quasiment tous leurs ouvrages, ils sont pour donner une allocation minimum aux gens pour éviter, pour maintenir l'ordre social. Alors derrière l'ordre social, il peut y avoir aussi plein d'autres choses, mais je ne vais pas y revenir, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir s'ils parviennent effectivement à maintenir l'ordre social. Je veux dire par là, est-ce que donner un peu d'argent aux gens, les plus pauvres, par exemple donner le RSA, est-ce que ça suffit pour éviter les mouvements populistes, pour éviter les contestations? Et c'est cette question-là que je vais chercher à aborder et à creuser avec vous. Et ma réponse, puisque finalement elle est un peu donnée par le titre, c'est que évidemment ça ne suffit pas. Et parce que derrière la question de l'acceptation sociale du système de marché, eh bien il n'y a pas que la question du niveau de vie. Il y a des questions bien plus profondes qui se jouent dans la création d'une société de marché. Et donc c'est ça que nous allons voir. Avant cela, je voudrais qu'on définisse ensemble le populisme de manière aussi à ne pas créer, à être clair sur les mots, parce que le mot populisme, comme vous le savez, c'est un mot qui est parfois utilisé à tout bout de champ et qui parfois on peut se dire, du coup, ça n'a plus aucun sens de parler de populisme, c'est juste une insulte pour les partis politiques qu'on n'aime pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des politologues, des sociologues, des philosophes également, qui ont cherché à penser le populisme. Et alors, ils ne sont pas tous d'accord sur la manière de concevoir le populisme, et c'est là aussi que ça pose des problèmes, mais ce que je vous propose, c'est de reprendre un certain nombre de définitions qui font à peu près consensus, et puis ensuite de m'intéresser plus spécifiquement à la manière dont le politologue Jan Werner Müller le définit. Alors tout d'abord, un mouvement populiste, c'est quoi? La première chose qu'on peut dire d'un mouvement populiste, c'est qu'il va chercher à rassembler le peuple, et il va le rassembler autour d'un principe d'opposition aux élites. Donc on a au cœur du populisme l'opposition peuple-élite.
La deuxième caractéristique du populisme, c'est que les personnes ou les mouvements populistes vont avoir tendance à tenir un discours anti-système. Alors, anti-système ne veut pas forcément dire complotiste ou paranoïaque, même si parfois, évidemment, en tout cas, on peut dire que tous les complotistes sont anti-système, ou en général, mais le fait d'être anti-système ne conduit pas forcément à des dérives sectaires ou autres. Le principe de l'anti-système, c'est de vouloir un changement profond du monde dans lequel on est, d'être insatisfait vis-à-vis des institutions actuelles, et donc de chercher à les changer. Et puis, troisième élément, alors ça aussi c'est une caractéristique des mouvements populistes, puisque les mouvements populistes n'ont pas forcément de doctrine politique très précise. On peut avoir des populistes de gauche, des populistes de droite, on peut avoir des populistes qui sont vraiment très opposés sur tout un ensemble de choses. Par exemple, le populisme n'est pas forcément d'extrême droite, il n'est pas forcément anti-immigré. On peut retrouver d'autres choses chez les populistes. Par contre, il a une manière de faire de la politique qui est assez spécifique. Et les partis populistes, là aussi les politologues sont à peu près d'accord avec ça, ils ont tendance à se méfier de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Alors les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est ce qui fait le lien entre le peuple et les élites. Et ça va avec le principe d'opposition peuple-élite. C'est-à-dire que du point de vue populiste, il y a le peuple, il y a les élites, et en fait tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire les journalistes, les partis politiques, les élus, eh bien, ils ont tendance à les voir comme inféodés aux élites. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir confiance dans ces corps intermédiaires parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas vraiment des corps intermédiaires, mais c'est des groupes d'intérêt qui sont là pour justement maintenir le système. Et alors évidemment, c'est très vrai chez les journalistes, chez les partis politiques, chez les syndicats. Alors pensez par exemple au mouvement des Gilets jaunes, qui était très critique vis-à-vis de la presse, mais aussi vis-à-vis des syndicalistes et vis-à-vis des partis politiques qui voulaient avoir un mouvement pur, c'est-à-dire non pollué par tout un ensemble d'institutions dans lesquelles ils ne se reconnaissaient plus. Et donc ça veut dire que finalement, pour réussir à émerger et pour réussir à se coordonner, puisqu'il n'y a plus d'institutions intermédiaires, de corps intermédiaires, eh bien on va se remettre à un chef. Et donc très souvent, la caractéristique du mouvement populiste, c'est d'être centré autour d'un chef qui rassemble un peu toute la diversité des mouvements qui sont autour de lui. Et parfois, ce chef, eh bien, il a tendance à dire une chose et son contraire, parce qu'en fait, il agrège plein de mouvements anti-système qui s'opposent aux élites, mais qui ne sont pas toujours d'accord entre eux sur exactement la manière de s'opposer, et surtout la manière de quel type de société produire. Alors une fois qu'on a dit ça, on a, je pense, les trois caractéristiques principales du populisme, sur lesquelles la plupart des intellectuels sont d'accord, mais il reste une question. La question, c'est finalement, est-ce que tous les partis politiques ne sont pas un peu populistes? Alors cette question, elle est posée par Jan Werner Müller, qui essaye de réfléchir dans un ouvrage qui s'intitule en français « Qu'est-ce que le populisme ?» Donc c'est un politologue allemand qui enseigne aux États-Unis, et qui se pose cette question parce que il pense que si on dit que le principe du populisme, c'est de s'opposer aux élites et c'est d'être anti-système, c'est-à-dire de vouloir le changement profond de la société, alors on va dire tout parti d'opposition est un peu populiste finalement, puisque tout parti d'opposition s'oppose au gouvernement actuel et veut changer les choses dans la société, sinon ça ne serait pas un parti d'opposition. Et donc le principe même du suffrage électoral et le principe même de la démocratie, c'est qu'on a toujours des partis d'opposition. Et clairement, à un moment donné, ils essayent de rassembler le peuple pour changer le gouvernement. Et donc, on va dire, tenez, vous êtes populiste. Et Müller nous dit, si on pense comme ça, alors on manque le propos profond du populisme. Parce que pour lui, ce qui est caractéristique du populisme, ce n'est pas simplement ces trois caractéristiques que je viens de vous donner, c'est aussi une autre qui la transcende, c'est le fait que les populistes s'affirment comme étant le peuple et refusent aux autres partis politiques le fait d'être eux-mêmes des représentants du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en quelque sorte une OPA sur le peuple. Ils disent le peuple, c'est nous et c'est surtout pas les autres. Et ils le font quel que soit leur score électoral. C'est-à-dire même s'ils réunissent que 5% des voix, et ils voient bien que 95% des gens ne sont pas derrière eux, ils vont quand même dire oui, mais nous, on est le vrai peuple, les autres sont des manipulés, ils sont des moutons, ils sont pris par les médias,
Et donc, nous sommes les seuls purs, les autres sont finalement impurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont complètement changer la nature de la démocratie pour dire que eux, ils représentent le peuple, même s'ils sont extrêmement minoritaires dans les élections, parce que les autres, même s'ils sont du peuple, ils sont manipulés et donc, finalement, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Alors, c'est le principe de cette citation là, que je vous ai remis sur le diaporama. Les populismes affirment « nous sommes le peuple ». Pareille revendication qui est toujours d'ordre moral et en rien d'ordre empirique, et qui, dans le même temps, est une déclaration de guerre politique, signifie ceci. Nous et nous seuls représentons le peuple. Tous ceux qui pensent autrement, qu'il s'agisse de manifestants descendant dans la rue ou de députés, se voient ainsi frappés par eux d'illégitimité. Tous les populistes sont hostiles à l'établissement. Mais il ne suffit pas de critiquer les élites pour être un populiste. Les populistes sont nécessairement anti-pluralistes. Ceux qui s'opposent à eux et contestent leur revendication morale d'un monopole de la représentation populaire se voient automatiquement exclus par eux du vrai peuple. Vous voyez, donc c'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça que c'est un problème pour la démocratie. C'est parce que quand on est populiste, on refuse même le principe démocratique, puisqu'on considère qu'on est majoritaire, qu'on est le peuple, même si les élections ont tranché autrement. Alors, vous voyez, pensez par exemple à l'invasion du Capitole après l'élection de Biden. Tous les États ont confirmé les élections. Je veux dire, il n'y a pas de contestation institutionnelle. Tout le monde était d'accord pour reconnaître la victoire de Biden, y compris dans les États où il y avait, à un moment donné, au début en tout cas, avant qu'on ait comptabilisé tous les bulletins, il y avait un doute sur qui pourrait éventuellement l'emporter. Ce qui se passe, c'est que les derniers bulletins étaient pro-Biden. Et donc, clairement, à la fois au niveau du suffrage, du nombre de bulletins, Trump était minoritaire, je crois qu'il était dépassé d'au moins 4 millions de voix, ce qui est quand même considérable, mais aussi quand on regardait dans les États sur lesquels il y avait match, les États dans lesquels Biden était peu en tête, et Trump avait été au début en tête, et bien dans ces États-là, là aussi, la victoire de Biden était claire. Eh bien, les mouvements populistes qui étaient derrière Trump ne reconnaissaient pas la victoire du démocrate. Et encore aujourd'hui, ça fait partie des problèmes de la démocratie américaine, on considère que les démocrates sont illégitimes. Mais ça va beaucoup plus loin que les démocrates ou que les élites de Washington. C'est finalement tout un ensemble d'institutions, tout un ensemble de personnes qui votent pour Biden, par exemple, eh bien, ils sont eux-mêmes illégitimes, ils ne représentent pas le vrai peuple. Donc il y a une forme de mythologie du peuple qui est au cœur du populisme et surtout qui vise à délégitimer toute critique ou toute autre forme de représentation du peuple. Par exemple, si vous avez des manifestations qui expriment des choses que eux ne refusent de voir exprimer, ils vont considérer que ces manifestants ne sont pas légitimes. Alors que si vous avez une même manifestation avec même moins de monde, mais qui exprime des idées auxquelles eux ils croient, eh bien ils vont considérer que c'est une manifestation qui représente vraiment l'opinion du peuple. Donc évidemment, dans ce cadre de cette logique-là, eh bien on a des mouvements populistes qui finalement sont une menace pour la démocratie. C'est un peu ça l'objectif de Jan Werner Müller, c'est de montrer qu'il y a bien une menace de la démocratie avec le populisme, mais à partir du moment où on définit le populisme correctement, c'est-à-dire on ne dit pas toute personne qui s'oppose au gouvernement actuel est un populiste, parce que ça c'est pas vrai, mais si on dit toute personne qui se revendique, qui veut avoir l'exclusivité du peuple et qui délégitimise les autres et qui finalement est anti-pluraliste, ceux-là, s'ils sont populistes, alors effectivement, il peut y avoir un souci au niveau de la démocratie et de l'acceptation surtout des règles de la démocratie. Alors maintenant, je voudrais vous montrer, c'est ça qui est le cœur de cette conférence d'aujourd'hui, essayer de comprendre comment le néolibéralisme produit finalement du populisme. Et pour cela, je vais essayer de développer un concept qui est celui de la société de marché. Alors peut-être que vous vous souvenez qu'on a eu un Premier ministre, Lionel Jospin, qui avait dit qu'il était pour l'économie de marché, mais contre la société de marché. Et derrière cette expression, chacun pouvait y mettre un peu ce qu'il voulait. Et si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous êtes pour la société de marché? Bon, il dira non spontanément, parce que l'idée d'une société fondée sur le marché, ça voudrait dire une société dans laquelle tout serait mercantile, toutes les relations humaines seraient fondées sur des principes d'intérêt. Et évidemment, tout cela nous est insupportable.
Mais je crois que c'est plus intéressant encore d'aller creuser un peu et de se poser la question de ce que ça signifie concrètement dans l'organisation sociale, le principe d'une société de marché. Et pour cela, je vais invoquer alors deux auteurs. D'abord, je vais vous parler de Karl Polanyi, et puis ensuite, je vais vous parler d'un auteur, un intellectuel que vous connaissez bien, qui s'appelle Alain Supiot, puisqu'il est nantais, et lui-même, il a travaillé sur cette question dans son ouvrage « La gouvernance par les nombres ». Mais commençons par Karl Polanyi. Alors Karl Polanyi, vous voyez, c'est un historien, c'est un économiste, c'est un anthropologue qui est né en 1886 à Vienne et qui est mort en 1964. Et il est très connu pour un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'intitule « La grande transformation ». Alors ce livre est publié en 1944 et c'est pas un hasard s'il l'a écrit pendant la guerre, puisque Karl Polanyi est finalement un observateur de l'effondrement du monde. Puisque, que voulez-vous, en 1942-43, quand il écrit son livre, eh bien, il voit effectivement le monde s'effondrer. Hein. C'est quelqu'un qui a quitté Vienne pour fuir les nazis, qui est allé s'installer en Angleterre, qui a dû quitter l'Angleterre avec les bombardements, qui a dû s'installer aux États-Unis, et c'est aux États-Unis qu'il a écrit cet ouvrage. Et donc, la question qui se pose, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette catastrophe? Et cette catastrophe, elle est double. C'est d'abord une catastrophe économique, puisqu'on a la crise de 1929 et la crise des années 30 qui la suit, qui va toucher tout le monde développé. Et puis ensuite, par-dessus cette crise économique, il y a une crise sociale et une crise politique, avec tout un ensemble de pays qui basculent progressivement dans le fascisme. C'est le cas de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne. Et puis ensuite, ce fascisme lui-même, ce nazisme, eh bien, se part à la conquête de l'Europe et fait tomber tous les pays les uns après les autres. À part le Royaume-Uni. Encore une fois, je vous mets du point de vue de quelqu'un qui écrit en 42-43. Vous voyez, on n'a pas la fin de l'histoire à ce moment-là. Et donc, ce qui se pose comme question, c'est de comprendre, d'abord, pourquoi le fascisme, finalement, s'est propagé. Et pour cela, eh bien, il va chercher à comprendre la nature du capitalisme. Et notamment en le comparant aux sociétés traditionnelles, puisque, a priori, nous avons tous vécu dans des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire non industrialisées, et puis nous avons tous connu une grande transformation, et c'est ça dont on parle, c'est la grande transformation du capitalisme, qui a non seulement amélioré notre niveau de vie, quelque part, mais en même temps profondément modifié notre environnement social. Alors pour cela, il faut revenir sur les sociétés traditionnelles. Alors les sociétés traditionnelles, ce sont des sociétés holistes, j'en ai parlé la semaine dernière, qui sont organisées autour de valeurs sociales collectives et dans lesquelles les individus, finalement, n'existent pas beaucoup par eux-mêmes, puisqu'ils doivent se soumettre à une autorité religieuse, politique, culturelle. Et dans ces sociétés-là, eh bien, on n'a pas de système de marché libre tel qu'on a aujourd'hui. Les marchés existent, bien sûr, mais ils sont encastrés dans la sphère politique et sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encastré? Donc ça, c'est un grand concept de Polanyi. Ça veut dire que les lois du marché, elles sont soumises à des principes supérieurs que sont une organisation sociale, les institutions, et puis aussi le pouvoir politique, qui n'est pas un pouvoir démocratique à l'époque, qui est souvent un suzerain, un roi, parfois un monarque absolu, comme en France, et dans lequel, finalement, le marché et les marchands, ceux qui commercent, eh bien, sont souvent soumis à des règles arbitraires, parce que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, il vient du roi, et voilà, et d'autres valeurs. Alors ça peut être aussi d'ailleurs de la religion, c'est pas que le pouvoir politique, c'est aussi tout un ensemble de pouvoirs spirituels qui peuvent s'imposer aux marchands. Alors par exemple, il y a toute une régulation des taux d'intérêt qui a été assez fortement organisée par l'Église. Alors justement, dans cette société économique, eh bien, il n'y a pas de marché du travail. Alors ça, c'est important de le comprendre. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent, bien sûr qu'il y a des gens qui sont salariés, bien sûr qu'il y a des rapports de domination entre des maîtres et des employés, mais il n'y a pas de marché du travail au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de mise en concurrence des travailleurs. On n'achète pas vraiment la force de travail. Le rapport de travail, c'est un rapport qui est
encastrées dans des règles sociales et politiques, et ces règles, eh bien, on ne peut pas y déroger comme on le souhaite, et notamment au niveau des rémunérations. Alors par exemple, la plupart des gens à l'époque travaillent dans les campagnes. Dans les campagnes, on est agriculteur, on n'est pas sur un marché libre du travail agricole. On exploite une ferme sur un terrain qui appartient souvent à quelqu'un d'autre, au seigneur local, et à aucun moment on peut mettre en concurrence son seigneur en lui disant « écoutez, si vous continuez à me taxer davantage, moi je vais travailler chez le seigneur d'à côté ». De la même façon, le seigneur ne peut pas dire à ses fermiers « écoutez, bon, vous avez mal travaillé cette année, écoutez, je vous vire et je vais recruter de nouveaux agriculteurs ». Tout ça n'a aucun sens parce qu'évidemment, d'abord, alors ce n'était pas le cas au XVIIIe siècle, mais le système médiéval, c'était un système qui était aussi fondé au début du Moyen-Âge par des serfs, donc le servage faisait que le serf était soumis à la tutelle seigneuriale, mais il appartenait en quelque sorte à la terre. Il n'était pas libre. Donc évidemment, ça voulait dire que lui n'était pas libre de partir, mais ça voulait dire aussi que le seigneur n'était pas libre de le virer. Bon, progressivement, le servage décline, est quasiment aboli, enfin, il y a quasiment plus de servage en Europe occidentale au XVIIIe siècle, mais néanmoins, il n'y a pas de rapport marchand entre les agriculteurs, fermiers, et les propriétaires fonciers. On n'a pas non plus de marché du travail dans les villes, parce que les villes sont soumises à la loi des corporations. Alors ça aussi, c'est un principe qui date du Moyen-Âge, c'est-à-dire que dans tous les métiers, on a des corporations, donc c'est-à-dire les métiers s'organisent les uns avec les autres, et quand on rentre dans une corporation, eh bien, on commence en apprenti, puis on termine parfois maître de sa corporation, avec un processus hiérarchique. Et il n'y a pas, là aussi, de concurrence et de démission, et on ne peut pas virer les gens. Donc on n'est pas du tout dans les systèmes de corporation, selon une mécanique qui relève du marché du travail. Et puis le troisième élément qui fait qu'il n'y a pas de marché du travail, c'est que les personnes qui sont pauvres, qui ne peuvent pas travailler, les indigents, sont en général aidés par la communauté. Alors souvent par la communauté religieuse, mais cette communauté religieuse elle est même financée par des dons et par les seigneurs du coin. Et en fait, Polanyi a une phrase très intéressante, je trouve. Il explique que dans toutes les sociétés traditionnelles, les pauvres ne meurent pas de faim, alors même que ces sociétés peuvent parfois connaître des disettes, des famines. Ça veut dire que l'ensemble de la société a pour principe de nourrir les personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté. Et donc, voilà, donc il n'y a pas aussi de crainte de mourir de faim si on ne travaille pas. Donc là aussi, alors, les systèmes d'aide aux pauvres, ils ont toujours existé au Moyen-Âge. Ils ont été formalisés en Angleterre par ce qu'on appelait la loi sur les pauvres, qui obligeait les paroisses, par exemple, à recueillir et à aider les familles pauvres alors en échange théoriquement d'un travail, mais en fait, très souvent, même s'il n'y a pas de travail, on nourrissait les gens. Donc, vous voyez, le rapport au travail, c'est un rapport qui est institutionnalisé totalement autrement. C'est des règles qui viennent parfois de l'État, parfois l'État peut imposer des salaires minimums, parfois des corporations, parfois des rapports sociaux dans les campagnes entre seigneurs et serfs, ou seigneurs et fermiers, et tout cela ne relève absolument pas de mécanismes de marché, ni de concurrence. Et donc, le capitalisme, eh bien, c'est l'analyse de Polanyi, il va faire naître un nouvel ordre marchand. Cet nouvel ordre marchand, il va, pour s'épanouir, pour fonctionner, il va devoir introduire de la concurrence. Et il va introduire de la concurrence, notamment entre les producteurs. Donc la première chose qu'il fait, c'est le démantèlement des corporations. Et plus largement, de tout un ensemble d'institutions qui empêchaient le marché de dominer la société. Alors les corporations, par exemple en France, la fin des corporations, c'est la loi Le Chapelier de 1792, qui aussi interdit les syndicats, puisqu'elle interdit en fait toute organisation professionnelle, toute capacité de s'organiser professionnellement. Donc ça veut dire que chacun doit être en concurrence avec les autres,
Ça veut dire donc les entreprises doivent être en concurrence les unes envers les autres, mais ça veut dire aussi que les salariés doivent être en concurrence, donc ils n'ont pas le droit de s'unir, et donc ça interdit de fait les syndicats ouvriers. Et ça va durer comme ça pendant quasiment 100 ans. De la même façon, on va chercher à démanteler les systèmes d'assistance aux pauvres. Alors pourquoi on le fait? Parce que les pauvres refusent de travailler à l'usine. Les conditions de travail étant tellement horribles que... et puis par ailleurs, le système d'assistance aux pauvres faisait que les indigents qui avaient besoin d'aide, ils étaient obligés de rester dans la paroisse où ils étaient, et donc il n'y avait pas de libre circulation du travail. Et donc ça voulait dire que si vous aviez besoin d'ouvriers et que l'ouvrier que les personnes qui auraient pu s'embaucher étaient dans le village d'à côté, dans une autre paroisse, eh bien, comme c'était la paroisse qui prenait en charge les pauvres, eh bien, vous ne pouvez pas le faire venir chez vous. Donc en fait, le capitalisme, il commence par une grande destruction de ces institutions qui organisaient auparavant les relations, les rapports humains, les rapports de travail, qui les organisaient selon des principes politiques et sociaux, selon des valeurs religieuses, et on va supprimer toutes ces institutions pour les remplacer par une gestion marchande du travail. Et c'est ça qui va faire apparaître le salariat comme le mécanisme dominant de rapport au travail, puisqu'auparavant, il y avait très peu de salariés en réalité. Il y en avait bien sûr, mais ce n'était pas le modèle dominant. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce que les capitalistes estiment qu'il faut organiser la société autour d'un système de marché. C'est là où on va revenir au néolibéralisme. Et que si on veut organiser des entreprises dans un monde marchand, il faut qu'on puisse produire des marchandises. Et ces marchandises, on les produit en général avec d'autres marchandises. C'est-à-dire que pour produire un objet fini, il faut qu'on achète des matières premières, des produits semi-finis, qu'on les assemble et puis qu'on revende la marchandise. Le problème, c'est que produire des marchandises avec des marchandises suppose que tout ce qu'on achète soit aussi des marchandises. Or, nous dit Polanyi, le travail n'était pas une marchandise. Et donc on ne peut pas avoir un système fondé sur un ensemble de marchés avec des inputs, des intrants, vous voyez, qui sont des marchandises, des extrants, des outputs qui sont des marchandises, si dans les inputs il y a du travail et si le travail lui-même n'est pas une marchandise. Pourquoi? Parce que ça va finalement dérégler la machine et ça va quand même changer complètement le système de régulation. Donc il a fallu, nous dit Polanyi, qu'on crée ce qu'il appelle des marchandises fictives. C'est-à-dire qu'il a fallu que non seulement les marchandises soient des marchandises, mais il a fallu que les facteurs de production, que sont le capital, le travail et la terre, soient également conçus et traités comme des marchandises. Donc, c'est ça qu'il appelle des marchandises fictives, parce qu'au départ, le travail n'est pas une marchandise. Traditionnellement, ça ne l'est pas, mais en même temps, ce n'est pas une marchandise dans sa fonction même, puisque la fonction première d'une marchandise, c'est d'être vendue. Or, les individus n'ont pas pour fonction première de produire une force de travail, c'est pas pour ça qu'on fait des enfants, et a priori, c'est pas le cœur, la raison d'être des individus. De la même façon, la terre n'est pas une marchandise, parce qu'elle n'a pas été produite. Elle est un cadeau de la nature, si je puis dire. Et donc, Polanyi nous dit, le problème, c'est que si on veut organiser une société fondée sur la marchandise, c'est-à-dire qui produit des marchandises, elle doit aussi mettre, en input des marchandises, et donc elle doit tout traiter selon le principe de la marchandise. Ce qui implique d'organiser la société autour de ces marchandises, et donc de traiter comme des marchandises des choses qui n'en sont pas. Alors voici ce qu'il dit. Le point fondamental est le suivant. Le travail, la terre et l'argent sont des éléments essentiels de l'industrie. Ils doivent être eux aussi organisés en marchés. Ces marchés forment en fait une partie absolument essentielle du système économique. Mais il est évident que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises. En ce qui les concerne, le postulat selon lequel tout ce qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux. C'est néanmoins à l'aide de cette fiction que s'organisent dans la réalité les marchés du travail, de la terre et de la monnaie. Ceux-ci sont réellement achetés et vendus sur le marché, leur demande et leur offre sont des grandeurs réelles, et toute mesure, toute politique qui empêcherait la formation de ces marchés mettrait ipso facto en danger l'autorégulation du système. La fiction de la marchandise fournit par conséquent un principe d'organisation d'importance vitale
qui concerne l'ensemble de la société et qui affecte presque toutes ses institutions de la façon la plus variée. Ce principe veut que l'on interdise toute disposition ou tout comportement qui pourrait empêcher le fonctionnement effectif du mécanisme du marché selon la fiction de la marchandise. Et alors, je continue, si on organise la société autour de cette fiction de la marchandise, eh bien ça veut dire qu'on va créer une société de marché, c'est-à-dire un système cohérent de marché, et ce système cohérent de marché, eh bien, il va s'autoréguler. C'est ça qui a été dit tout à l'heure dans la citation. Et cette autorégulation nécessite qu'on enlève, qu'on supprime tout grain de sable dans la mécanique. Et les grains de sable, c'est notamment les rapports sociaux. Par exemple, la charité. La charité, c'est un vrai problème, parce que si vous êtes trop charitable, les gens vont vivre très bien, et du coup, ils n'auront pas envie d'aller travailler à l'usine. Oui, peut-être que ça vous rappelle des choses qu'on entend aujourd'hui sur le RSA. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, on avait un marché, un système de marché qui était encastré dans d'autres valeurs, dans des valeurs sociales et politiques, encastré dans la société. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui déterminait la société, c'est la société qui déterminait le marché. Donc, il existait des marchés, mais ils étaient encastrés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de désencastrer le marché. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher à l'autonomiser de la société pour lui permettre de bien fonctionner. Mais alors, du coup, il va falloir qu'on évite tous ces grains de sable dans les rouages, et ça veut dire qu'il va falloir que, cette fois-ci, qu'on mette la société au service du marché. Et donc, en fait, ce qu'explique Polanyi, c'est que le système capitaliste marchand, eh bien, il a renversé l'ordre entre marché et société. Auparavant, c'était le marché qui était encastré dans la société, et maintenant, c'est la société qui vient s'encastrer dans le marché. Le problème, nous dit-il, c'est que tout ça crée un monde invivable. Voici ce qu'il écrit. En fait, le problème de la protection s'est posé pour les agriculteurs de pays entiers, de continents. Le libre-échange international, si on le laisse faire, doit nécessairement éliminer les producteurs agricoles par plein contingent et en quantité toujours plus grande. Une fois que les grands investissements entraînés par la construction de bateaux à vapeur et de lignes de chemin de fer ont donné leurs fruits, des continents entiers se sont ouverts et une avalanche de grains est tombée sur la pauvre Europe. L'Europe centrale, confrontée à une destruction totale de sa société rurale, fut forcée de protéger sa paysannerie en instaurant des lois sur les céréales. Alors qu'est-ce qu'il écrit là? Il dit, voilà, quand on a commencé à organiser l'ensemble de la société sur le marché, bien sûr, on a mis la terre, on a pris la terre comme une marchandise, on a donc pris aussi les produits de la terre comme une marchandise, on a ouvert les marchés au libre-échange, et tout ça a totalement détruit la paysannerie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu, nous dit Polanyi, chercher à éviter la destruction de la paysannerie en cherchant à mettre, par exemple, des lois sur les grains, donc c'est-à-dire des lois sur les céréales, ça veut dire des lois de protection, en fait, de protectionnistes. Et donc, le problème, c'est que dès qu'on fait ça, c'est-à-dire dès qu'on veut protéger les gens, alors une autre manière d'en parler, ce n'est pas la citation, mais c'est un autre passage dans le livre, c'est par exemple la question du travail. Si on organise le travail comme une marchandise, on va se retrouver à gérer des stocks de travail, c'est-à-dire des chômeurs. On va voir que les prix du travail, le prix du travail ne va cesser d'évoluer en fonction des circonstances de marché. Ça veut dire que les revenus des gens, ils vont varier en fonction, vous voyez, on voit comment le prix du pétrole varie beaucoup. Bon, parce que c'est une marchandise. Si le travail est lui-même une marchandise, mécaniquement, son prix va varier. Et donc, ça veut dire que des gens vont se retrouver parfois à être payés 2 fois moins pour le même travail qu'auparavant. Donc, ça va créer des révoltes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à réguler le marché du travail en imposant des salaires minimums, en essayant de permettre l'organisation ouvrière avec les syndicats, mais tout ça va dérégler le mécanisme marchand. Et donc, ce qu'explique Polanyi dans son bouquin, c'est qu'on a un idéal, il faut que tout devienne marchandise, mais dès que tout devient marchandise, le monde devient insupportable. Et du coup, se pose un problème. Notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie, sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. Inévitablement, la société prit des mesures pour se protéger. Mais toutes ces mesures, quelles qu'elles fussent, compromirent l'autorégulation du marché, désorganisèrent la vie industrielle et exposèrent ainsi la société à d'autres dangers. Ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement un sillon déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, voilà, le principe d'autorégulation du marché, c'est utopique.
parce que ça crée une société invivable, non seulement invivable pour les hommes, mais en plus qui va détruire la nature. Parce que, souvenez-vous, parmi les marchandises fictives, il y a la terre, c'est-à-dire la nature. Et quand on traite la nature comme une marchandise, eh bien, on transforme son milieu en désert. Et donc, on est obligé de réguler le marché. Et on le régule, et quand on le régule, il se désorganise. Et du coup, on se retrouve confronté à un dilemme. Si on veut que la société fonctionne bien du point de vue économique, il faut tout marchandiser. Mais si on marchandise tout, alors ça devient invivable. Il y a la pollution, il y a des désordres sociaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, je ne sais plus si... Oui, non, je termine la dernière ligne. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, on va voir émerger des révoltes populaires, ce qu'il appelle des contre-mouvements. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va chercher à libéraliser l'ensemble de la société, à créer cette société de marché utopique, nous dit-il, eh bien, on va se retrouver face à des confrontations et des gens qui, devant la destruction des institutions sociales, vont réagir. Et ces réactions, ça va être ce qu'il appelle des contre-mouvements. Et ces contre-mouvements, ben, ça va être typiquement du fascisme. C'est-à-dire que le fascisme, c'est une réaction de la société à un environnement qui devient invivable, qui devient incompréhensible, et dans lequel on va chercher, alors c'est ça le côté réactionnaire du fascisme, on va chercher à rétablir les institutions qui ont été détruites par le capitalisme. D'où le côté réactionnaire. Voilà, donc là, on a, vous voyez ici un modèle dans lequel le système du marché autorégulé imposé à la société finit par encastrer la société dans le marché et finit par produire quelque chose d'invivable qui produit légitimement des réactions sociales. Maintenant, je voudrais aborder une autre vision, celle d'Alain Supiot. Alors, Alain Supiot, c'est vraiment un juriste qui a été professeur au Collège de France et qui a publié un livre issu de ses cours au Collège de France qui s'intitule « La gouvernance par les nombres ». C'est un énorme livre, hein, un livre très érudit, mais absolument passionnant. Alors, ce qu'il essaie d'expliquer, Supiot, c'est que la société capitaliste moderne, elle est fondée sur un système juridique qui est assez spécifique et qui se démarque des sociétés pré-capitalistes. Alors, il essaie d'expliquer comment est-ce que dans la société moderne pré-capitaliste, donc on parle ici de la société du XVIIIe siècle, eh bien on concevait le droit. Alors Supiot nous explique que le droit était conçu comme une forme de perfection en prenant l'analogie mécanique. Alors l'analogie mécanique, c'est l'idée de l'horloge. Donc on essaye de construire un système juridique qui se rapproche le plus possible d'une forme de perfection. Cette perfection, elle se rattache à des valeurs transcendantes. Et donc ce système juridique, nous dit-il, il est fondé sur des principes transcendants, et ce qu'il explique dans son ouvrage, c'est que finalement, ce système juridique-là, il est organisé autour de l'hétéronomie. Alors l'hétéronomie signifie que le monde institutionnel n'est pas plat, qu'il est fondé sur des valeurs et des institutions qui ne relèvent pas du monde marchand. Parce qu'en réalité, le monde marchand, c'est quoi? Le monde marchand, c'est l'équivalence. C'est-à-dire, dans le marché, tout s'achète et tout se vend. Et ça, quand on y réfléchit un peu, c'est pas tellement caractéristique de l'anthropologie humaine. C'est-à-dire que nous, et vous voyez comment sont les publicités, d'ailleurs, c'est une forme de paradoxe, mais pensez à la publicité carte bleue Visa qui nous dit il y a des choses qui ne s'achètent pas. Nous sommes tous convaincus qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses marchandes, il y a le monde marchand d'un côté, et puis il y a le monde intime, le monde familial, le monde dans lequel les valeurs qui nous unissent ne sont pas des valeurs marchandes. Et on est tous à peu près convaincus, a priori, que le monde marchand, c'est le monde de l'équivalence, et que tout ce qui relève du non marchand, de nos valeurs, de nos croyances, eh bien, c'est des choses qui ne s'achètent pas, et donc ça veut dire que, par définition, il n'y a pas d'équivalence. Donc on est ici, dans notre construction mentale, tous, hein, on est fondé là-dessus, on est fondé sur l'idée que certaines choses sont transcendantes. Alors, Supiot parle d'hétéronomie parce que c'est un mot qui est encore plus neutre, qui dit simplement, ben voilà, on a des niveaux différents. Et ces niveaux différents impliquent la non-équivalence des choses. Ça, c'est comme ça qu'on est fondé, qu'on est construit, qu'on est éduqué. Mais le monde dans lequel on vit n'est pas fondé sur ça. Et c'est ça qui crée aussi une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a certaines valeurs, mais on voit bien
que le monde capitaliste, il est fondé justement sur le principe de l'équivalence. C'est-à-dire que on va chercher à organiser ce qu'il appelle un marché total. C'est-à-dire qu'on va, dans le mécanisme juridique contemporain, transformer le droit, parce qu'on revient sur le droit, en un système qui tirait sa légitimité de valeurs transcendantes, qui s'incarnait ensuite dans des institutions, qui elles-mêmes étaient fondées sur un principe hétéronome. Et alors on retrouve ce principe hétéronome parce que ce qui caractérise l'institution publique, c'est l'usage de l'uniforme. Alors ça c'est intéressant. L'uniforme, qu'est-ce que ça signifie? Policier, magistrat, etc. Ça signifie je suis là, je joue un rôle. Mon rôle n'est pas d'être parmi vous, comme vous, entre guillemets, c'est d'être au-dessus, mais surtout à côté de vous, et de représenter un ordre institutionnel, donc la justice, la loi, etc. Et donc, mon uniforme fait que nous ne sommes pas dans un registre de marché, c'est-à-dire dans un registre d'équivalence où on va négocier chacun de son côté. Il y a quelqu'un qui incarne le policier, il incarne l'ordre, il incarne l'État, dans sa fonction de policier, donc il a un uniforme pour montrer qu'il joue ce rôle-là. Puis bien sûr, dans une fonction civile, il ne va plus être un policier, il va être quelqu'un de normal. Vous voyez. Donc c'est aussi ce système-là qui est fondamental des institutions. Et donc le problème, c'est que lorsque on passe du gouvernement qui est fondé sur l'idée d'hétéronomie, à un système qui est fondé sur l'équivalence, sur le marché, eh bien, on va passer donc à la gouvernance. Et ce qu'explique Suppiot, c'est que ce système de gouvernance, il est fondé sur un autre imaginaire. Il n'est pas fondé sur l'imaginaire de la mécanique, mais celui de la cybernétique. Alors voici ce qu'il écrit. Animé par l'imaginaire cybernétique, la gouvernance ne repose plus, contrairement au gouvernement, sur la subordination des individus, mais sur leur programmation. Le travailleur subordonné agit conformément aux règles qui lui ont été prescrites, tandis que le travailleur programmé réagit aux informations qui lui parviennent de son environnement. Ce passage de la subordination à la programmation est tout à fait central dans la représentation contemporaine de l'agir humain. À la différence du plan, qui impliquait l'intervention hétéronome d'un planificateur, le programme permet de penser des systèmes homéostatiques et autoréférentiels, d'où son succès en biologie. Pour expliquer l'action d'un homme ou d'un parti politique, on ne se réfère plus dans la langue journalistique à son idéologie ou à ses principes, mais à son logiciel ou à son ADN ou à son code génétique, voire à son disque dur. Alors ce passage du gouvernement à la gouvernance, eh bien, on le retrouve dans le vocabulaire. Alors, dans le livre de Suppiot, il y a ce petit tableau que je trouve assez amusant, où il nous explique les équivalences. Dans le gouvernement, on a un peuple. Donc le peuple, il est subordonné. Voilà. Dans la gouvernance, on a une société civile. Donc là, il n'y a plus de subordination. Là, il y a une forme d'équivalence. On est dans la souveraineté, dans le gouvernement, devient dans la subsidiarité, dans la gouvernance. On parle de territoire qui devient espace, de loi, la loi devient programme, la liberté devient flexibilité, la morale devient éthique, la justice efficacité, le jugement évaluation, la règle objectif, la réglementation régulation, la représentation transparence, le travailleur c'est du capital humain, la qualification c'est l'employabilité, les syndicats, c'est des partenaires sociaux, et les négociations collectives deviennent du dialogue social. Donc vous voyez, ça c'est tout le vocabulaire d'aujourd'hui. Ça c'est un tableau vraiment de Suppiot, je l'ai copié-collé, et qui montre le changement de registre. Et alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien ça signifie que les institutions sont par nature affaiblies, parce que les institutions elles émanent de la loi. Et soit la loi émane d'un principe supérieur, et dans ce cas-là, elle s'applique. Et dans ce cas-là, les gens doivent tous obéir à la loi. Et on est sur un principe de subordination. Soit la loi, elle est le produit d'un marché. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la loi, eh bien, on peut la négocier. Et donc, c'est ça qui va changer dans la gouvernance par les nombres. C'est que dans ce monde de la gouvernance, la loi devient elle-même un objet économique. Il possède une performance. Et donc, il faut l'adapter. Et il faut l'adapter régulièrement. Vous voyez ? On explique que depuis 30 ans, il y a une forme d'inflation législative. On ne cesse de vouloir réformer. Et encore une fois, si vous avez entendu le programme d'Emmanuel Macron hier, il a proposé plein de réformes sur l'école, etc. Comme si on n'avait pas réformé l'école depuis 20 ans.
Pourquoi on ne cesse de réformer? L'argument, c'est toujours la performance qui est derrière. Il faut rendre les choses plus performantes. Pourquoi il faut rendre les choses plus performantes? Parce qu'il y a un objectif de performance. Et vous voyez bien que l'objectif de performance, c'est un objectif économique. C'est plus du tout un objectif qui est lié à une valeur transcendante. Si l'objectif de l'école, c'est de former des citoyens éduqués et éclairés, bon, il n'y aura pas besoin de réforme, j'ai envie de dire. On a conçu progressivement une école qui permettait de former des gens éclairés et citoyens. Eh bien, il n'y a pas de raison de réformer systématiquement l'école, parce que finalement, si c'est ça le but de l'école, on ne va pas non plus s'amuser à changer systématiquement les choses. Mais maintenant que l'école a pour objectif, selon le principe de programmation, d'aller vers des travailleurs qui soient bien formés pour le monde du travail. Alors là, le monde du travail changeant régulièrement, les emplois changeant, il faut que l'école se change elle-même. C'est-à-dire que l'école ne va cesser de changer pour s'adapter à un environnement économique qui lui-même ne cesse de changer. Donc ça veut dire que l'objectif de l'école, si c'est un objectif marchand, un objectif d'efficacité, alors la question de changer l'école se pose très régulièrement. Mais là, je vous parle de l'école, mais en réalité, Suppiot, il parle beaucoup plus du droit du travail, parce que c'est sa spécialité. Et le droit du travail, c'est exactement la même chose. Si le droit du travail est fondé sur des principes transcendants, ça veut dire qu'on va chercher à établir une forme de justice entre des rapports sociaux qui sont marqués par l'inégalité, puisque entre l'employeur et l'employé, on n'est pas vraiment égaux, et donc on va chercher à protéger le plus faible. Et dans ce cas-là, on va faire un droit du travail protecteur pour les salariés. Mais si maintenant, l'objectif du droit du travail, c'est la performance, alors là, il va falloir que le droit du travail rende compte de l'efficacité et de l'attractivité économique du pays et de la performance des entreprises. Et dans ce cas-là, il va falloir régulièrement réformer le droit du travail pour chercher à baisser les salaires, en fait, parce que c'est ça qui va être déterminant dans la compétitivité du pays. Et donc, on voit bien que le droit du travail n'a plus pour fonction de protéger la partie faible, il a pour fonction, finalement, de participer à la performance économique du pays. Et donc, le problème, c'est que si on est dans cette logique-là, eh bien, le système législatif devient instable. Il ne cesse de changer. Et donc, du coup, ça crée de l'insécurité. Cette insécurité, elle est elle-même le produit aussi d'un affaiblissement institutionnel. Pourquoi les institutions s'affaiblissent? Pour ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les institutions, elles n'émènent plus de valeurs transcendantes. Elles sont elles-mêmes indexées sur le principe de rendre la société plus efficace et plus performante. Et donc, on va se retrouver avec des institutions dont les gens qu'elles sont censées organiser, c'est-à-dire que la société, vont se demander si cette institution elle est là pour m'accompagner dans mon épanouissement, pour remplir une fonction transcendante, ou si elle est là pour transformer le marché, pour organiser une performance. Et dans ce cas-là, évidemment, si elle est là pour organiser une performance, d'une part, on ne va plus lui faire confiance, et ça va y revenir parce que ça va être au cœur du populisme, mais d'autre part, on va chercher la protection. Alors ça, c'est la fin du livre de Suppiot, il dit, dans un système où la loi ne protège plus, où les institutions changent de rôle et donc de nature, où la loi devient totalement instable, les gens, qu'est-ce qu'ils vont naturellement faire? Ils vont chercher la protection. Et comment on se protège dans un environnement qui devient hostile? On se protège en allant chercher la protection d'un plus fort que soi. Et ça nous dit, ça c'est le problème, c'est que ça crée une forme de nouveau féodalisme. C'est-à-dire qu'on va faire allégeance à plus fort que soi pour se mettre sous sa protection, parce que les institutions qui sont censées nous protéger, en fait, elles ne nous protègent pas. Elles cherchent à nous programmer, à nous inciter, à faire de nous des êtres performants. Et ça, évidemment, c'est extrêmement violent. Alors, je ne sais pas si je peux lire ça vite fait, mais... voilà, donc il faut que je me dépêche. Il dit, par exemple, le principe de solidarité, mais ça, on l'a déjà vu avec la loi sur les pauvres au XVIIIe siècle, qui est contesté et qui finit par disparaître quand on va créer le marché du travail. Aujourd'hui, on est toujours sur la même idée. Le principe de solidarité est aujourd'hui le principal obstacle auquel se heurte le marché pour s'imposer totalement face à l'ordre juridique. Esprit supérieur, quoique supérieurement borné, Hayek l'avait compris et l'a écrit en des termes on ne peut plus clairs. Selon lui, la solidarité est un instinct hérité de la société tribale dont il faut se défaire pour qu'advienne à l'échelle du globe le règne de la catalexie, c'est-à-dire l'ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché.
Une grande société, écrit-il, n'a que faire de la solidarité au sens propre du mot, c'est-à-dire de l'union de tous sur des buts connus. Elles sont même incompatibles. Donc vous voyez, quand on est un néolibéral, on ne veut pas la solidarité. Parce que la solidarité, elle est justement ce grain de sable dans le rouage du marché. Le marché ne peut plus fonctionner correctement. Et donc on va chercher à supprimer ces mécanismes de solidarité. Par contre, ce que Hayek ne dit pas, et ce qui est au cœur de la pensée de Suppius, c'est que dans ce cas-là, les gens vont quand même chercher protection. Ils vont le faire selon d'autres règles et d'autres modes. Et donc voilà, donc il parle ici de résurgence de la structure féodale. Et je termine juste là-dessus parce qu'il faut que j'avance. En sapant, donc ce qui est écrit en jaune, en sapant l'hétéronomie de la loi, la gouvernance par les nombres ne fait pas advenir le règne de la pure autonomie individuelle, mais donne jour à des réseaux d'allégeance où le public et le privé se mêlent. Alors, maintenant on a fait un peu de théorie, maintenant je voudrais regarder un peu le constat. C'est-à-dire essayer de se poser la question du populisme. Et pour ça, je vais m'intéresser à la dynamique de l'Union européenne. Alors l'Union européenne, pour moi, c'est un modèle qui est très intéressant à étudier, parce que là, on a vraiment, comment dire, en l'état quasiment pur, la tentative de construire un grand marché. Parce que finalement, l'Union européenne s'est fondée sur le marché unique. Et le marché unique, c'est une institution marchande, par définition, qui a été instauré à partir de 1986 et qui est véritablement totalement mis en place depuis les années 2000. Et ce marché unique, eh bien, il est fondé sur ce qu'on appelle le régime des 4 libertés. Libre circulation des biens, libre circulation des services et libre circulation du capital et du travail. Alors vous noterez que dans ces 4 libertés, il y en a 2 qui relèvent des marchandises, c'est-à-dire les biens et les services. Parce qu'on peut dire qu'un bien, c'est une marchandise, hein, il n'y a pas de contestation possible. Mais on a aussi 2 autres choses qui ne sont pas des marchandises au sens strict, qui sont des facteurs de production, que sont le capital et le travail. Et là, le capital et le travail, eh bien, on retrouve le problème de la marchandise fictive de Polanyi. C'est-à-dire que le travail n'est pas une marchandise. Le travail, c'est des êtres humains. Et ces êtres humains, ils doivent se déplacer. Hein. Si on dit on va organiser un libre marché du travail en Europe, ça veut dire qu'on va permettre à n'importe qui de n'importe quel pays d'aller travailler dans n'importe quel autre pays librement, hein, mais ça veut dire aussi être déraciné, quitter son pays, apprendre une nouvelle langue parfois, et puis parfois travailler dans un environnement institutionnel qui est différent. Lorsqu'on va dire on va libérer la circulation du capital, ça veut dire que l'argent que l'on possède, qu'on a épargné, qui est mis sur nos comptes en banque, eh bien, il ne va pas simplement servir à financer l'investissement de son pays, mais il va servir l'investissement de n'importe quel pays. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un phénomène, c'est ce phénomène que je voudrais commencer par expliquer, un phénomène dans lequel les pays vont tous chercher à attirer le capital chez eux. C'est-à-dire que la libre circulation du capital, ça veut dire organiser à l'échelle du continent la concurrence entre zones géographiques pour chercher à attirer les investissements et donc les emplois. Alors quel type d'emploi on va chercher à attirer? Pas tellement les emplois de services, parce que les services ils sont produits là où les gens sont. Et donc on ne peut pas vraiment récupérer, par exemple, un pays, le Portugal, ne peut pas dire tiens, moi je vais récupérer tous les supermarchés du monde, parce que vous voyez bien que ce ne serait pas très pratique si on devait tous faire nos courses au Portugal. Ce qui est possible d'attirer, c'est la production de produits manufacturés. Parce que les produits manufacturés, une fois qu'on les a produits dans un pays, on peut les vendre dans le monde entier. Et donc la concurrence en Europe, elle se réalise autour des investissements industriels. Or, ces investissements industriels, eh bien, ils ne vont pas se répartir de manière uniforme sur tout le territoire. Et ça c'est un vrai problème en Europe. C'est-à-dire que l'Europe, c'est un territoire qui est hétérogène. Il est hétérogène parce que l'accès aux grands marchés mondiaux, l'accès aux ports, l'accès aux infrastructures de transport, l'accès à la main-d'œuvre n'est pas uniforme partout en Europe. Par exemple, si vous voulez construire une usine à Nantes, ou mieux à Saint-Nazaire, vous bénéficierez de la proximité du port de Saint-Nazaire qui réduira vos coûts logistiques. Par contre, si vous voulez construire la même usine dans la Creuse, vous voyez bien que là, ça va être plus compliqué pour transporter vos produits. Il faudra utiliser des camions
ou voir des trains, mais les trains ne seront pas forcément il n'y a pas beaucoup de voies de circulation ferroviaire là-bas, surtout qu'en France, on utilise plutôt les trains pour le trafic voyageur. Il n'y a pas de canaux navigables, donc vous vous retrouvez à avoir des coûts logistiques qui peuvent être extrêmement élevés. Alors, si vous produisez des choses, des petites industries qui sont faciles à transporter, ça peut marcher. Mais si vous voulez produire de la grosse industrie, tout d'un coup, ça marche plus. Et alors, si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre qu'à l'échelle du continent, tous les pays n'ont pas la même histoire industrielle et tous les pays n'ont pas développé les mêmes infrastructures de production industrielle. Et on a des régions en Europe qui sont extrêmement dynamiques, et ça c'est un legs historique, plus dynamiques que d'autres. Par exemple, la vallée du Rhin est une région industriellement très très dynamique. Pourquoi? Parce que le Rhin est un fleuve navigable, c'est un fleuve qui débouche sur Rotterdam, et Rotterdam c'est le premier port européen. Quand vous êtes dans le premier port européen, directement, via le fleuve connecté au grand port européen, eh bien, vous pouvez bénéficier de grands supercontainers, de grands cargos qui vont pouvoir, parce qu'ils sont très gros, vous faire payer moins cher la livraison de vos matières premières et qui vont vous permettre d'exporter plus facilement, là aussi, de manière moins chère. En plus, quand vous êtes dans une vallée, la vallée du Rhin, vous avez beaucoup d'entreprises industrielles qui sont déjà là. Ce qui veut dire que vous trouverez assez facilement des sous-traitants et vous trouverez aussi assez facilement de la main-d'œuvre. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la caractéristique de l'industrie, c'est d'être concentrée. Plus elle est concentrée, plus on va mettre autour de cette zone industrielle des infrastructures de transport, par exemple pour la logistique, plus il y aura des ouvriers et de la main-d'œuvre qualifiée dans cette zone-là, et plus il y aura également tout un ensemble d'institutions qui vont faciliter la compétitivité de ces entreprises. Alors si je vous dis ça, c'est parce que bon, j'en parle un peu parce que c'est nécessaire à comprendre la suite, mais c'est l'idée qu'il y a des phénomènes d'agglomération. Et c'est des choses qui sont très connues par les économistes. Alors, ceux qui ont parlé, alors c'est le prix Nobel Paul Krugman, qui a fait sa renommée sur ces mécanismes, ce qu'on appelait l'économie géographique. Mais avant lui, un économiste anglais, Alfred Marshall, en avait lui aussi parlé, en expliquant que là où il y avait des usines, très souvent, on retrouvait des usines à côté, c'est-à-dire que les usines avaient tendance à se concentrer, ce qu'on appelle l'effet d'agglomération. Alors ces effets d'agglomération, ils sont liés, c'est ce qui est marqué ici, à l'apparition de facteurs de production territoriaux. Les facteurs de production, c'est aussi le territoire et son organisation sociale. Alors ce qui va se passer en Europe, donc je reviens à l'Europe, ce qui va se passer en Europe, c'est qu'en organisant la libre circulation du capital, on va mettre en concurrence tous les pays. Ce que je viens de vous expliquer, c'est que dans cette concurrence, il y a des pays qui sont favorisés par rapport à d'autres. Les pays qui ont beaucoup d'industrie et qui ont beaucoup d'infrastructures de transport et de facteurs de production territoriaux, eh bien ces pays-là, ils sont avantagés sur les pays qui n'ont pas d'histoire industrielle, dans lesquels il y a peu déjà d'industrie, donc il y a peu de main-d'œuvre et donc il y a peu d'infrastructures de transport. Et donc il va se passer en Europe, avec la création du marché unique, un phénomène de polarisation industrielle. Et la polarisation industrielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il n'y a pas beaucoup d'industrie, elle va disparaître. Et là où il y en a beaucoup, elle va s'agglomérer, et donc elle va encore se renforcer. Alors moi, c'est un travail que j'ai fait dans mes ouvrages sur l'Union européenne avec Coralie Delhomme, et puis dans le dernier ouvrage aussi, j'en ai reparlé, parce qu'on va voir après que tout ça va expliquer le populisme. Je vous montre ici une carte de l'Europe qui montre l'évolution de l'emploi manufacturier de 2000 à 2018. Alors j'ai pris 2000 parce que c'est le moment où j'estime que le marché unique est totalement achevé, puisqu'on a l'euro, on a tout à ce moment-là. Alors pas l'euro papier, monnaie, mais on a l'euro théorique à cette époque. Et puis on a vraiment créé le marché unique avec la libre circulation du capital, la libre circulation du travail. On a démantelé un certain nombre de services publics qu'on a ouverts à la concurrence. Et quand on regarde ce qui s'est passé donc en 18 ans, on voit que beaucoup de pays ont perdu de l'emploi industriel. Donc ici, c'est vraiment l'emploi manufacturier. Mais ils n'ont pas perdu l'emploi manufacturier au même rythme partout. Et on voit ici que plus les pays sont noirs et gris foncé, plus ils ont perdu d'emploi industriel, plus ils sont blancs, et moins ils en ont perdu. Et on a même des pays qui en ont gagné, comme la Pologne et l'Autriche. Alors ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit bien une
organisation géographique des dynamiques industrielles. Si je vous parle de l'emploi industriel, c'est pour voir là où on a des secteurs dynamiques et là où on a des secteurs qui sont plutôt en perte de vitesse. Et tous les pays qui sont en perte de vitesse, ils sont dans les périphéries. C'est vrai pour la Finlande, c'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour le Portugal, c'est vrai pour le Royaume-Uni. Alors on voit l'exception de l'Irlande, mais on parlera de l'Irlande tout à l'heure. Tous les pays qui ont gagné en emploi industriel, c'est les pays qui sont au cœur de l'Europe et qui sont liés à ces grands ports de la mer du Nord, notamment l'Autriche. Je sais que ce n'est pas forcément connu, mais l'Autriche, de Vienne, vous pouvez arriver par bateau, par des canaux navigables, vous pouvez arriver jusqu'au port de Rotterdam. Ce qui n'est évidemment pas possible depuis Lyon, on ne peut pas arriver jusqu'au Rhin. Quand on regarde, alors là c'est des chiffres, c'est pas tout à fait la même date, je m'en excuse, ici on est 2000 à 2019. Et quand on regarde qui sont les pays qui ont le plus perdu d'emplois industriels, eh bien c'est tous des pays périphériques. Le Royaume-Uni, le Portugal, la Finlande, la Roumanie, la France, la Grèce et la Suède. Et quand on regarde les pays qui ont le moins perdu, voire qui ont gagné de l'emploi industriel, et là je vous ai mis une barre à moins 10%, parce que il faut savoir que l'emploi industriel baisse structurellement, et il baisse structurellement à cause des progrès de la productivité, à cause de la mécanisation. Donc c'est normal de perdre de l'emploi industriel. Ça ne veut pas dire qu'on perd de l'activité industrielle, ça veut dire qu'on remplace des hommes par des machines. Mais quand j'estime que sur 19 ans, quand on a perdu moins de 10% d'emplois industriels, c'est qu'on a gagné en industrie. Et quand on a perdu plus de 20%, enfin, quand on a perdu, oui, plus de 20%, là, c'est qu'on a plutôt perdu. Et donc, tous ces pays-là, eh bien, c'est tous des pays de l'Europe centrale, sauf l'Irlande, mais je vous l'ai dit, c'est une exception qu'on va expliquer tout à l'heure. Alors, je vous montre cela pour vous montrer simplement le fonctionnement, là, purement économique, du marché unique européen. Et si vous devez retenir une seule chose, c'est que le marché européen, il crée des divergences économiques entre les pays. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est quelles sont les conséquences politiques et sociales de ces divergences. Et pour le comprendre, eh bien, il faut s'intéresser à la manière dont ce marché unique va affecter maintenant, non pas l'économie, mais les sociétés de ces différents pays. Alors, regardons la question du populisme. Quelles sont les régions d'Europe où il y a des gouvernements qu'on qualifie parfois de populistes? Les premières régions auxquelles on pense, c'est les pays d'Europe centrale, la Hongrie et la Pologne en particulier. Mais en fait, ça dépasse un peu ces deux pays. Pourquoi ces pays-là ont-ils des leaders populistes? Alors on pourrait se dire, a priori, en fait, bon, ils ont plutôt gagné avec le marché unique, d'ailleurs ils sont plutôt enrichis. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait dans ces pays du populisme? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que l'ordre social n'est pas forcément lié à la question de la richesse, c'est lié à quelque chose de plus fondamental. Et pour essayer de le comprendre, eh bien, je vous invite à lire un livre de Ivan Krastev. Alors Krastev, c'est un Bulgare, un politologue bulgare, qui a écrit un livre qui s'intitule Le destin de l'Europe. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'il fait une analyse très fine de ces sociétés d'Europe orientale. Et il dit, en fait, le problème, vous voyez, dans ces pays d'Europe orientale, c'est que certes, ils ont beaucoup gagné en adhérant à l'Union européenne, mais ils ont aussi subi un sentiment de déclassement, un sentiment de perte de substance, et ils sont tous, beaucoup de ces pays vivent sur le sentiment de ce qu'il appelle la trahison des élites. Et pourquoi ces pays ont-ils ce sentiment-là? Eh bien parce qu'il y a un phénomène qui n'est pas présent dans la carte, mais qu'on peut voir maintenant, c'est un phénomène migratoire. Ces pays, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, avec la libre circulation du travail, principe fondamental du marché unique, eh bien, ils ont commencé à perdre beaucoup de population. Alors là, je vous montre, entre 2000 et 2018, les flux migratoires, le solde migratoire, donc j'additionne, vous voyez, les soldes année après année, et j'arrive pour les pays baltes, par exemple, à moins 800 000 personnes, pour la Bulgarie à moins 420 000 personnes, pour la Pologne à moins 185 000 personnes, et pour la Roumanie, vous voyez, on a plus de 2 millions de personnes. La Roumanie a perdu plus de 2 millions d'habitants du seul fait des flux migratoires. Alors quand on voit ça, évidemment, on se dit, mais c'est terrible, on a des pays qui sont en train de perdre leur substance, et en particulier, et c'est ça qui est intéressant dans l'analyse de Krastev, c'est qu'il nous explique que ces pays d'Europe centrale n'ont pas perdu n'importe quelle population. Ce qu'ils ont perdu, c'est les jeunes éduqués, c'est-à-dire les gens qui avaient fait des études, qui sont devenus parfois ingénieurs, et qui se retrouvent
finalement à devoir choisir entre leur propre pays, dans lequel ils vont être mal payés, et un pays étranger dans lequel ils vont gagner 4 ou 5 fois plus. Et évidemment, beaucoup d'entre eux choisissent de partir à l'étranger. Et donc ces pays, eh bien, ils ont l'impression, les populations de ces pays ont l'impression de former cher avec leurs impôts des étudiants qui vont avoir un master, et puis dès qu'ils auront leur master, ils vont chercher à gagner plus d'argent en Allemagne, en France ou dans d'autres pays. Et donc ces pays, ils voient en fait, ils ont le sentiment que leurs élites les trahissent. Et donc ce sentiment de trahison des élites, eh bien, il nourrit justement ce populisme, un populisme réactionnaire, conservateur, nationaliste, on peut dire, qui est un peu obsédé par l'immigration. Et l'une des choses qu'explique Krastev, c'est à quel point la crise migratoire de 2015 a été un moment de choc pour ces pays qui sont un peu fragiles, qui ont souvent été intégrés à des empires plus grands qu'eux, et qui ont l'impression de disparaître structurellement, et qui voient finalement des immigrés, 1 million de réfugiés arriver sur le continent, et qui tout d'un coup ont peur. Et d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, c'est-à-dire que ces mêmes pays, aujourd'hui, ils accueillent à bras ouverts les Ukrainiens. Et ça, en fait, on pourrait considérer que c'est contradictoire, mais ça n'est pas du tout contradictoire. Parce que pour les Polonais, les Ukrainiens, c'est des frères. Et en plus, ils aiment pas. Oui, ils ont été dans le même pays. Hein, Lviv, par exemple, en Ukraine, c'était un territoire polonais. Et en plus, ils sont opposés aux Russes. Et donc, il y a un sentiment d'appartenance au même peuple. Et donc, pour eux, ces immigrants, quelque part, c'est au contraire chercher à se renforcer eux-mêmes. Alors que quand on va venir des Syriens, ça, c'est l'autre. Et là, du coup, la situation n'est pas pareille dans un pays qui se sent un peu fragile. Les autres pays où on a pu avoir du populisme, alors plus récemment, mais à une époque, il y en a eu beaucoup, c'est les pays d'Europe du Sud. Alors notamment Syriza, Alexis Tsipras, on a vu en 2015 à quel point il y a eu un mouvement de contestation à l'époque. Alors il faut que j'arrête, alors je vais essayer de me dépêcher. Ces pays, eh bien en fait, ils sont victimes de la désindustrialisation dont on a parlé. Les pays d'Europe du Sud et périphériques, eux, ils ont perdu leurs usines, ils ont perdu leur puissance économique, et donc ils contestent les institutions européennes, et donc ils vont chercher, ils vont perdre en substance économique, et ils vont s'appauvrir. Et donc ça va créer, là aussi, une forme de populisme. Alors j'ai dit qu'on parlait de l'Irlande, et je voudrais vous expliquer un peu l'Irlande. L'Irlande, elle a, pour résoudre le problème qu'il y avait dans la concurrence, et pour ne pas trop perdre en concurrence vis-à-vis des autres pays, a mis en œuvre une stratégie de dumping fiscal. Alors pour essayer de comprendre les conséquences de cette stratégie de dumping fiscal, il faut regarder l'évolution comparée de l'emploi et de la production industrielle en France et en Irlande. Si je vous montre ici la France, vous voyez bien que la production industrielle suit plus ou moins l'évolution de l'emploi industriel. Ici, on a l'emploi industriel en rouge et la production industrielle en bleu. Et si je vous montre le cas de l'Irlande, j'arrive à des choses comme ça. C'est-à-dire que l'emploi industriel a baissé, mais la production industrielle a explosé. En fait, on ne peut comprendre ce phénomène que parce qu'une grande partie de la production industrielle irlandaise est virtuelle. C'est-à-dire que cet écart énorme entre la production industrielle et l'emploi industriel ne s'explique que d'une seule façon, parce qu'il y a des entreprises qui font apparaître de la production industrielle fictive en Irlande, et elles le font pour des raisons fiscales essentiellement. Et donc ça veut dire que l'Irlande parvient, en quelque sorte, par le dumping fiscal, à échapper à la concurrence, à fausser les règles de la concurrence. Et vous voyez, on a ici un mécanisme aussi qui est aussi une conséquence de l'hyperconcurrence organisée par le marché unique. Et puis, dernier élément, le populisme, je voulais parler des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, on se dit, tiens, c'est vrai que c'est un mouvement qui apparaît sous Macron en 2018. Et pourquoi il apparaît? Il apparaît, souvenez-vous, parce que Macron décide d'augmenter les taxes sur l'essence et de mettre en place une taxe carbone. Pourquoi il fait ça? Parce que, à cette époque, et depuis, c'est pas lui qui a inventé, c'était déjà le cas sous Hollande, eh bien, il cherche à, là aussi, jouer sa carte sur le marché hyper concurrentiel du capital en Europe. Or, on a vu, la France n'est pas bien placée, parce qu'elle n'est pas directement connectée au grand port de la mer du Nord, parce que même si c'est un pays anciennement industrialisé, elle n'a pas la performance de l'Allemagne, et puis elle n'a pas des coûts comme peut avoir la Pologne, qui lui permettrait de compenser la concurrence, et puis elle ne fait pas de dumping fiscal comme le fait l'Irlande. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en France? Eh bien, on mène une stratégie d'attractivité fiscale. Et cette stratégie d'attractivité fiscale, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur le basculement de la charge fiscale des entreprises vers les ménages. On baisse les impôts des entreprises
et on compense la baisse des impôts des entreprises, soit par la dégradation des services publics, soit par des taxes qui vont compenser les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux entreprises. Et ça se voit quand on regarde ici l'évolution comparée de la fiscalité des sociétés non financières et des ménages. Alors on voit, bon, il y a eu un parallèle pendant quelques temps. On voit qu'au début, à partir de 2010, on a une politique d'austérité qui est menée sous Sarkozy et sous Hollande au début, qui fait que les taxes augmentent à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Et puis depuis 2012, eh bien, on a une divergence avec les impôts qui baissent pour les entreprises et qui augmentent pour les ménages. Eh bien ça explique le populisme. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça explique le populisme français, mais il ne suffit pas de dire Macron est méchant et voilà. Il faut comprendre que c'est une réponse à l'environnement institutionnel qui est elle-même liée au problème du marché unique. Et donc je conclus pour dire que finalement le populisme c'est un contre-mouvement. C'est-à-dire que là on a en fait l'illustration concrète des mécanismes qui étaient décrits déjà par Polanyi. C'est-à-dire qu'on crée une société de marché dans laquelle on organise la concurrence. Pour ça, on va mettre en place des institutions qui vont favoriser cette concurrence. Alors, on peut penser aux directives travail détaché, enfin, à tout ce qui a été créé dans le cadre du marché unique, parce que c'était un long processus de changement législatif dans toute l'Europe pour organiser cette libre concurrence. Et du coup, on va transformer l'économie des pays et transformer, du coup, par ce fait même, les sociétés. En Europe centrale et orientale, on va avoir un populisme qui va émerger d'une défiance envers les élites et qui va entraîner un repli identitaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est confronté à la prolétarisation de l'ensemble de la société. Alors j'en ai pas beaucoup parlé, bon, j'ai pas beaucoup le temps, mais c'est pas n'importe quel emploi industriel qui vont en Pologne. C'est-à-dire c'est des emplois d'ouvriers. Et donc les Polonais, ils se prolétarisent globalement. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils vont aller en Allemagne, et il va rester les ouvriers. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'actualité, vous savez qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en Pologne, mais pas depuis la crise, pas depuis la guerre. Ils étaient déjà là, il y avait déjà 1,5 million d'Ukrainiens en Pologne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre ouvrière. Et donc, la société polonaise, elle se prolétarise dans son ensemble. Ça, c'est parce qu'il y a une dynamique de spécialisation de l'industrie à bas coût en Pologne. Par contre, l'industrie à haute valeur ajoutée, qui va recruter plutôt des ingénieurs et des personnels qualifiés, elle va se retrouver en Allemagne. Donc on va avoir ici une société d'ingénieurs. Et donc on a un rapport économique, une organisation, une spécialisation du travail à l'échelle européenne qui va créer des sociétés d'ingénieurs d'un côté, des sociétés prolétaires de l'autre, et puis évidemment, en Europe du Sud, eh bien là, on va faire des sociétés qui vont être fondées sur le tourisme, parce qu'il ne restera plus que ça, vu que toute l'industrie sera partie. Et donc là aussi, on a un populisme qui est issu d'une défiance institutionnelle, parce que le niveau de vie et les emplois bien payés de l'industrie sont en train de disparaître. Et puis en France, la défiance institutionnelle et le populisme qui la caractérise, elle est elle-même liée à un autre mécanisme, qui est la politique du gouvernement, qui apparaît en fait finalement une politique antipopulaire, c'est-à-dire qui va taxer les ménages, moins taxer les entreprises, favoriser les riches et défavoriser les pauvres. Et là encore, on est en plein dedans, je veux dire, je n'ai pas besoin de revenir sur l'actualité. Donc les gens ont l'impression, et parfois légitimement, que le gouvernement travaille contre eux. Et donc ils vont se retrouver soit à arrêter de voter, soit à voter pour des partis d'extrême gauche ou d'extrême droite, soit à manifester contre les masques. Parce que ça aussi, c'est une forme de populisme qui est aussi liée à une forme de défiance. Cette défiance, elle part du principe que le gouvernement nous veut du mal. Et si on pense cela, ce n'est pas uniquement parce qu'on est paranoïaque, c'est aussi parce qu'on voit bien que la stratégie économique du gouvernement, la stratégie fondée sur l'attractivité, fait qu'on est obligé de moins taxer les riches pour plus taxer les pauvres. Et puis enfin en Allemagne. Alors je n'ai pas beaucoup parlé de l'Allemagne, mais il y a aussi une forme de populisme, même s'il est moins important. On a vu une montée de l'extrême droite, alors qui a été un peu affaiblie aux dernières élections, mais qui est elle-même le produit d'un vrai problème qui existe en Allemagne, c'est le problème du logement. Le pays qui avait un coût du logement très faible est devenu un des pays avec le coût du logement le plus élevé d'Europe. Et pourquoi cela? Eh bien parce que, je reviens sur les migrations, je ne vous ai pas montré ce chiffre, mais il est assez exceptionnel. Depuis 2010, en Allemagne, on a un solde migratoire de 4 300 000 personnes entre 2010 et 2018. Ça veut dire plus de 500 000 personnes par an. C'est plus que l'agglomération nantaise qui arrive chaque année. Et donc vous comprenez bien
que dans un pays qui reçoit autant de monde, et ce n'est pas du tout que des réfugiés syriens, bien sûr, c'est beaucoup d'Européens, beaucoup de Grecs, beaucoup de Polonais, beaucoup de gens de toute l'Europe qui vont en Allemagne pour trouver du travail. Et ça crée un problème de tension sur le logement, et même, à mon avis, ça peut créer un problème plus profond de stabilité de la société. Hein. Souvenez-vous comment en France, les rapatriés d'Algérie, c'était compliqué de les intégrer. Eh bien là, on est sur des phénomènes migratoires qui sont encore plus puissants. Alors voilà, j'avais prévu une conclusion qui synthétisait tout ce que je vais dire, mais comme je n'ai pas le temps, bon, alors en plus ça a l'air un peu compliqué, mais en réalité je vous ai déjà tout dit. C'est-à-dire que je vous ai dit que le populisme était lié à la défiance, voilà. Alors soit défiance globale pour le populisme de droite, soit défiance institutionnelle. Cette défiance est elle-même liée à la désindustrialisation, à la polarisation industrielle qu'on voit en Europe et à la division européenne du travail, et elle est elle-même liée donc au marché unique qui organise la libre concurrence. Tout ça pour vous dire, voilà, comment le néolibéralisme, la mise en œuvre d'une société de marché, crée finalement des tensions sociales et politiques au sein des sociétés. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il faut repenser profondément notre organisation sociale, parce qu'on ne peut pas avoir une organisation sociale qui joue contre les gens. On finit forcément par, surtout en démocratie, par se confronter ensuite à un problème. Voilà, je vous remercie. Et je suis là pour vos questions.